Donc, merci d'être là, assez nombreux ce soir, pour cette conférence d'architecture. Alors, c'est toujours un peu difficile de faire des invitations pour des conférences, parce qu'il faut trouver une espèce d'alchimie entre une écriture architecturale intéressante, entre une démarche qui peut être transcrite, et une personnalité aussi pour tenir un peu la scène. Et donc ce soir, on a invité Sophie Berthelier de l'agence SBBT. Donc c'est une agence parisienne avec, disons, un ancrage un peu régional, mais Sophie pourra en parler. Finalement, je ne vais pas en dire tellement plus parce que je sais que Sophie va montrer les projets de l'agence, les projets qu'elle fait avec Benoît Tribouillet et leur équipe, qu'elle va aussi montrer la démarche. Et c'est quelque chose qui nous intéresse parce qu'on accueille donc ce soir les 30 stagiaires égalité des chances qui sont là et qui sont dans une expérience de projet démarrée cet après-midi et peut-être avec un peu d'angoisse. Et donc là, on va parler de la fabrication du projet. Merci. On va parler donc de la fabrication du projet dans la vie professionnelle. Et ce qui me réjouit aussi ce soir, c'est d'avoir une consoeur pour parler d'architecture, ce qui n'est pas si souvent. Il y a beaucoup de filles à l'école, d'étudiantes, et il y a finalement assez peu de conférencières. Et ce soir, on a aussi une conférencière, ce qui est un peu singulier. Donc voilà, je vous laisse la parole, et à tout à l'heure pour quelques questions, j'espère. Donc merci à vous tous d'être là ce soir. J'ai cru comprendre que vous étiez tous des futurs architectes et j'ai pensé vous faire parcourir des lieux singuliers pour vous montrer comment on fabrique un projet ou en tout cas comment l'agence le fait. Donc en fait cet exposé va vous relater les différentes démarches depuis l'imagination jusqu'à la réalisation d'un projet, d'un bâtiment. Je ne vais pas vous montrer de plan, pas de coupe, pas de façade, pas d'élévation. Pour moi, ce sont des outils que vous allez apprendre à l'école, où vous apprenez. Et cette étape, à mon avis, doit se situer très, très loin dans le temps, après différents parcours que je vais vous montrer. Donc, on a résumé là, ces parcours en 8... on passe de l'ombre à la lumière, donc... de la page blanche à la réalisation, c'est toujours très angoissant, même après de multiples projets, réalisations. Et donc on peut résumer les différentes étapes en 8 parties. Donc la première, c'est tout d'abord l'appropriation de l'espace, l'émotion, l'ambiance, l'usage que l'on va donner à un bâtiment. Donc c'est une réflexion qui doit passer par un parcours, par la création, par la lumière, par un scénario. Puis, c'est une révélation, c'est l'esprit du lieu que l'on va donner, le bien-être, la lumière. Pour passer à la définition de l'architecture contextuelle et singulière, ça c'est notre approche personnelle. Ensuite, la création, l'impulsion, l'énergie, l'émotion, la provocation, les rêves que l'on va donner dans tous ces projets. Il y a aussi l'étape de la recherche et de la technologie par la matière, les matériaux que l'on va choisir, la conception de ces matériaux, la mise en volume. Ensuite vient seulement la fabrication, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les plans, les coupes, les élévations, tout ce qui va permettre de faire vivre un futur projet. Pour finir par la concrétisation, où là, cela demande de la précision, et aussi une force de caractère pour convaincre les entreprises et les maîtres d'ouvrage. Donc, on va passer donc à la séquence suivante. Comment fabriquer de la matière? Pour nous, la matière, c'est d'abord l'émotion. L'émotion, elle passe par tout ce que l'on va voir dans la vie courante, les villes, de nuit, de jour,
en fonction de la lumière, du soleil, de l'orientation, les mégalopoles. Donc ça passe aussi, les images que je vous montre, ce sont des images qui nous sont propres, enfin que l'on aime en tout cas, puisque cette matière que l'on va fabriquer, on va la fabriquer soi-même, et on va être ému par certaines choses et pas par d'autres. Donc je vous montre aujourd'hui, ce soir, les images qui nous inspirent en fait. Donc cette matière que l'on fabrique, ça passe aussi par la révélation par les plasticiens, par l'art, par les mouvements artistiques, que ce soit donc Christo, l'emballage du Pont-Neuf, Claude Lévesque, qui travaille la lumière, l'espace, la couleur, les matières. Ces mouvements artistiques nous donnent d'une certaine façon un regard autre sur la vie, et nous donnent des codes de réflexion qui sont différents, à mon avis, du code banal de la vie courante. Et ils nous font rêver, et c'est ces rêves qu'il faut ensuite traduire dans l'architecture que l'on va créer. Ça passe aussi donc par Lichtenstein. Vous voyez, il travaille sur du pointillisme, on peut aussi se rapprocher de la tôle perforée. Walter de Maria, avec des morceaux de métal coupés, Broken Kilometers, ou enfin Stéphane Couturier, photographe qui traduit des ambiances plutôt colorées. Cette matière, donc pour nous, elle s'appelle émotion, ambiance, poésie. Elle peut se traduire aussi par le choix cinématographique, puisqu'en fait, pour nous, concevoir un projet, c'est faire un scénario, créer un parcours à l'image des films que l'on peut voir et s'émouvoir sur des scénarios particuliers. Ça nous rappelle le fait qu'on peut concevoir un projet en se disant comment on va se promener dedans, comment on va l'aborder de loin, de près, comment on va le vivre. Et donc, c'est presque une histoire que l'on se raconte. Et les films peuvent aussi être un soutien à notre imagination. Donc, encore une fois, des films qui sont prégnants, soit par la couleur, la matière ou les ambiances. L'autre point qui peut être aussi important dans la matière, c'est justement les matériaux. Vas-y. Ils sont après, voilà. Donc c'est la matière qui nous permet aussi d'évoquer les bâtiments. Donc là, c'était un petit peu la fin de la présentation initiale, et c'est un peu les projets que l'on a en cours ou les concours que vous voyez en haut. Au milieu, ce sont des souvenirs, puisque ce sont des bâtiments qui nous ont marqués. Et je crois qu'il y en a 3 qui restent très forts à notre esprit. C'est un lycée à Nogent-le-Rotrou, une maison, et la médiathèque de Tours. Donc ces 3 éléments nous guident et nous portent tous les jours, et également pour concevoir d'autres bâtiments dans d'autres expressions. Et voilà, je voulais vous montrer déjà ça en préalable. Ensuite. Donc voilà l'impulsion donnée par la matière. Donc le métal déployé, la tôle rouillée, le plastique fluorescent, du verre travaillé, sérigraphié, des verres que l'on trouve un peu partout. Donc tous ces éléments-là font partie aussi de cette matière et vont permettre aussi l'élaboration des projets en fonction de ce qu'on a envie de dire. Donc la médiathèque de Tours, je vais vous expliquer comment on l'a conçue. Au-delà du volume, au-delà de sa mise en scène dans la ville, au-delà du programme, de l'usage, puisque évidemment, il faut concevoir un bâtiment avec un usage qui nous est donné à chaque fois, qui s'appelle le programme, qu'il faut travailler, qu'il faut respecter. Et ce programme, il doit se situer dans un contexte urbain ou dans un territoire. En l'occurrence, la médiathèque de Tours, c'était un contexte urbain, difficile, dans une banlieue de Tours. Et l'idée, c'était de faire un vrai écrin pour la connaissance, pour les livres. Et cette idée de travailler sur la matière, la lumière,
l'aspect doré des choses pour donner un raffinement à l'ensemble. Donc on commence par trouver des copeaux de bronze qu'on trouve dans des déchetteries, qu'on a ramassés, qu'on a travaillé, qu'on a mis en place sur des plaques pour que ça devienne de la matière, des panneaux de façade. Donc vous voyez les étapes successives, le prototype. Nous travaillons aussi la tôle froissée. On la froisse pour que la lumière vibre dessus, mais également pour que ces irrégularités nous servent pendant le chantier, lorsqu'il est difficile d'obtenir des entreprises des détails très précis, et également pour sa rigidité, puisqu'en fait, le fait de froisser ou de la plier, ça donne de la rigidité à l'ensemble. Ou encore des sérigraphies sur du verre pour transformer un paysage et créer une boutique. Donc ces exemples, on les retrouve sur le collège du Noy à Orléans. Donc vous voyez l'inox qui renvoie le paysage extérieur et puis ce paysage dessiné, gravé sur les vitrages qui servent de protection solaire. Ou encore sur une chocolaterie, une boutique, où en fait la tôle froissée exprime l'idée du chocolat et se trouve être conçu pour créer un écrin assez chaleureux. Donc toutes ces recherches de matière aboutissent finalement à des réalisations, qu'elles soient très grandes ou très petites. L'échelle pour nous n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce qu'on va dire et ce qu'on va donner à voir. Ces matières également nous permettent de rebondir sur les concours que l'on fait, par exemple sur l'école de musique et l'auditorium à Langeais, où il fallait en fait créer un espace assez opaque, assez fermé. On a voulu à la fois une représentation un peu sculpturale, mais également que ça serve aussi de reflet au paysage extérieur. Ou encore des logements à Bègle, donc des concours que l'on travaille aussi avec cette idée de reflet, de matière et de sensation. Donc un exemple, le quartier de cœur de Codéran, donc 180 logements. On a utilisé donc du métal déployé, on a créé des ambiances assez... on a recréé plusieurs bâtiments pour recréer des ambiances extérieures où on se promène entre les bâtiments, on joue entre l'extérieur et l'intérieur, et on recrée des véritables pièces complémentaires extérieures par le fait d'ouvrir et fermer ces persiennes. Donc le métal est traité de manière dorée. Vous avez vu, je vous ai montré le pont emballé du Pont Neuf de Cristaux. Je pense que c'était une façon aussi de se dire qu'on pouvait faire du doré dans la ville, que Cristaux l'avait déjà fait, qu'on pouvait nous peut-être le faire. Un autre scénario, un autre parcours, des logements sociaux à Bègle, 90 logements, toujours avec cette idée de promenade, de parcours. Là, ce sont des coursives extérieures, les gens rentrent chez eux par l'extérieur, mais ils empruntent des escaliers, ascenseurs, ils ont toujours une vue qui part vers l'horizon, une vue qui transperce l'espace, et la même chose. Là, vous voyez les séquences à l'intérieur et à l'extérieur. On cadre les vues avec des petites fenêtres, des grandes fenêtres en fonction des pièces des enfants pour les chambres ou les parents. Et on joue comme ça. Ça nous permet d'avoir une relation entre les deux, entre un jeu de matière, un jeu de volume et un jeu d'usage. Des logements, donc Zac-Seguin, Rive-de-Seine. Bon, je voulais aussi vous parler un peu du chantier. Bon, là, c'est sûr que l'image est presque finie, mais pas tout à fait. Mais bon, il y a quelques imperfections puisque c'était en cours de finition. Là aussi, c'est comment concevoir ces immeubles avec une trame un peu définie par un urbaniste qui nous définit des lignes directrices du socle et des parties en terrasse
Donc on a une règle à respecter, assez rigide. Et comment faire pour faire en sorte que cet immeuble prenne une autre dimension. Et vous voyez, on voit le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, le travail sur les garde-corps, le travail sur les loggias, là aussi des pièces complémentaires à vivre. Là, c'était l'idée d'un voilage qui est sérigraphié sur du verre et pixelisé. Donc il y a tout un travail à l'agence qui se fait sur ces dessins avant de le mettre en œuvre. Là, pareil, on retrouve à l'intérieur. Donc on accorde une grande importance aussi à la lumière naturelle, au fait qu'il y ait des grandes fenêtres dans les logements, même si vous avez la contrainte thermique qui vous impose un label BBC, on peut faire des grandes fenêtres et faire rentrer la lumière naturelle de manière très, très simple. Donc là, dans le cadre du chantier, il faut convaincre les entreprises, il faut les contrôler pour conserver l'image du projet qu'on a créé et être présent et tenir bon. Donc là, quelques bribes du lycée Le Corbusier, que peut-être que certains connaissent. Donc il est en plein chantier, en cours depuis quelques années. Pour l'instant, on ne voit rien. On a pris quelques photos. Je pense qu'on y verra plus clair d'ici 2 ans, voilà, lorsque tout sera fini, puisqu'en fait, c'est une opération tiroir, ce qui fait qu'on conserve certains bâtiments, démolit d'autres, on en recrée. C'est un exercice assez difficile parce que nous-mêmes, on ne voit rien, on sait pas on sait où on va, parce que justement, on l'a créé par le scénario qu'on a voulu donner. Donc là, on a une grande passerelle, un grand espace extérieur à intérieur, qui dessert à la fois les arts appliqués et les ateliers de fabrication. Et c'est ce fil conducteur, en fait, que vous voyez au milieu, qui va desservir l'ensemble du lycée. Donc voilà, encore un autre scénario, et là qui fait appel au bois, au métal, aux ambiances très vitrées, très, très ouvertes. Alors, il y avait une petite tentation, c'est pour dire que on fait aussi du mobilier, du design. Donc l'architecture, ça englobe des tas d'échelles, donc de la plus grande et jusqu'à la plus petite. Donc quelques modèles de mobilier que l'on crée. Et là, je remettais le mobilier orange fluo de la médiathèque. L'idée, c'était d'avoir un point lumineux vu de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc, toujours ce rapport entre les deux espaces. Avec des images de référence, puisque chaque fois, je pense que notre imagination se nourrit de tout ce que l'on voit et de tout ce qu'on appréhende dans la ville, dans l'espace et dans l'art. J'ai quand même voulu vous montrer des plans des coupes des élévations, même si au début je vous ai dit que j'en montrerai pas. Je voulais vous donner l'exemple d'un concours. Comment se fabrique un concours? Donc là, c'est à Bordeaux, 50 000 logements lancés par la communauté urbaine de Bordeaux. On a été retenu pour travailler sur un site désertique, enfin désertique presque, avec des voies rapides dans tout genre, le tramway qui arrive. Et il fallait concevoir un quartier de 300 logements. Et donc, voilà comment on concrétise les plans, les coupes, les élévations. Là, l'idée, c'est les vues, le regroupement dans un site aride pour que les gens se sentent un peu ensemble, les espaces extérieurs que l'on matérialise par du verre, et l'assemblage à chaque fois en 3 dimensions des volumes pour créer des appartements de typologies différentes. L'autre planche, on montre également les visions de l'intérieur vers l'extérieur, toujours.
la coupe et la façade qui permettent de voir les distances qu'il y a entre les gens, voir si le soleil transperce, passe dans le logement. Je dirais que la coupe sert aussi à ça, ainsi que les plans pour l'usage intérieur des logements. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je voulais finir par des images de tags dans la ville, simplement parce qu'à Berlin, en l'occurrence c'est à Berlin, et des choses qui nous touchent par l'expression graphique et qui peuvent nous servir de future matière pour un futur projet. Voilà, j'ai fait un tour d'horizon rapide. J'espère que vous allez avoir beaucoup de questions à me poser. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Bien. C'est donc une présentation assez concise, mais finalement très complète. Hein, ce qu'on se disait avec Antonio, c'est que on a ce que j'annonçais un petit peu, c'est-à-dire l'écriture architecturale, mais aussi ce qui permet de démarrer dans le projet cet univers dont on parlait à nos stagiaires égalité des chances, cet univers personnel dans lequel il faut puiser pour faire du projet et pour faire du projet pour les autres. Donc si vous avez des questions, évidemment, elles sont les bienvenues. Moi, Sophie, je voulais juste que tu reviennes un peu peut-être sur ton parcours. Moi, c'est des points qui me semblent importants à exposer dans les écoles, de dire un peu comment, puisque finalement, à un moment, on est à un instant T d'une production, dire un petit peu comment tu as construit ton parcours pour arriver à ça, et aussi un peu parler peut-être de l'agence, puisque vous êtes, j'ai dit, une agence parisienne, mais avec ancrage un peu régional, mais avec un rayonnement national. Vous avez vu des projets à Strasbourg, à Bordeaux, à Paris, à Tours et d'autres. Donc que tu reviennes un peu peut-être sur la cuisine, disons peut-être un peu personnel sur le parcours et sur comment est votre agence et comment vous organisez. Oui, donc en fait, pour parler de mon parcours, quand je suis sortie de l'école, je suis rentrée chez Jean Nouvel. Donc voilà, j'ai appris pas mal de choses pendant 8 ans. Où là, on s'était mis au point des projets, les dessins. Alors, on n'était pas encore, c'est il y a longtemps, on n'était pas encore dans l'informatique, c'est venu après. Mais bon, il fallait travailler le projet pour justement arriver à trouver cette adéquation entre l'idée de départ que Jean Nouvel avait et la matérialisation finale jusqu'au chantier. Je ne sais pas si certains connaissent, j'ai fait l'INIST à Nancy, donc un gros projet que j'ai mis en place pour Jean Nouvel, aussi bien dans les études que pendant le chantier. Donc voilà, on apprend beaucoup de choses, on apprend aussi beaucoup à l'école. Je pense qu'on est bien entouré et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que les plans, les coupes, les élévations, vous allez apprendre à matérialiser les choses, à les mettre sur le papier, enfin sur l'ordinateur. Et après, ce qu'il faut, c'est vraiment puiser en soi-même. C'est peut-être ce qu'il y a de plus dur. Puiser cette énergie et cette matière qu'il faut pour arriver à concevoir un projet où on donne une sensation de plaisir, d'émotion et de poésie. Il ne s'agit pas seulement de mettre en place un programme sur un terrain. Il faut après que les gens soient heureux d'y vivre, heureux d'y travailler,
et aussi leur donner d'autres horizons, d'autres réflexions possibles. Donc pour continuer le parcours, donc à la suite de ça, je suis partie à Chartres avec 2 associés, Benoît et Philippe, et puis voilà, on a fait beaucoup de concours, le lycée Rémi Bello, on a géré beaucoup d'échelles aussi, des petites boutiques, des petites. Ce qui est intéressant aussi dans un parcours d'architecte, c'est de voir toutes les échelles d'un projet, parce qu'on ne voit pas les mêmes choses selon qu'un projet est petit ou grand. Enfin, et l'un répond à l'autre. Et c'est important de pouvoir avoir cette échelle, jauger cette échelle-là. Et voilà, donc on a fait énormément de concours. Je pense que voilà, on est une agence, si on veut travailler un peu en France, voilà, il faut pouvoir aborder des sujets comme ça et gagner des gros projets. Il faut faire des concours. Donc là, l'école aussi va vous permettre d'aborder ce thème-là, parce que si vous êtes en atelier ou si vous travaillez les projets, le travail du projet, c'est déjà comme un concours. C'est vraiment la même mise en situation. Donc voilà. Et dernièrement, l'Académie d'architecture m'a remis le prix de Jean, qui est un prix qui récompense en fait un travail d'innovation, de recherche. Et voilà, ça me permet aussi de se poser, de continuer, d'être assuré que voilà, que notre travail sert à quelque chose, et que voilà, on est soutenu par ailleurs par rapport au travail que l'on donne, qui est parfois difficile. C'est un métier très très dur. Et bon, voilà, faut être passionné. Je pense que vous le serez tous, ou vous l'êtes tous déjà, même si vous ne savez pas trop où vous allez, mais c'est pas grave. Voilà, la passion suffit, la motivation, le travail, et vous serez des bons architectes. Oui, quand Sophie parle des concours, donc c'est sur la commande publique se donne par appel d'offres. À partir d'un certain niveau de bâtiment, d'importance de bâtiment, il y a l'obligation de faire des concours. Dans certaines régions, on le fait même pour des bâtiments plus modestes que le niveau minimum. Et voilà, les agences candidatent et sont retenues ou non pour concourir. Et parfois, ont la chance de gagner les concours. Donc on voulait aussi profiter puisque Sophie est venue avec des personnes de son agence, donc une diplômée de cette école, qui pourrait aussi se présenter et témoigner sur aussi son parcours, puisqu'on en était là. Bonsoir. Bonsoir. Isabelle Marandet, donc effectivement je suis diplômée de cette école, ça fait maintenant 10 ans. J'ai eu la chance de suivre l'enseignement les 6 années de mon cursus. Après quelques expériences en agence, j'ai rencontré Sophie. Je pense qu'on peut le dire, on a une sensibilité assez proche en termes de regard et d'approche de l'architecture. Et ça va bientôt faire 10 ans qu'on travaille ensemble au sein de l'agence. Voilà. Et Benjamin Legrand, qui nous accompagne aussi ce soir, fait partie de l'agence, l'équipe de travail. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez la chance d'être dans une discipline très variée, et que cette variété est une difficulté dans un premier temps, mais une énorme richesse, parce qu'on a la chance de jamais faire 2 fois la même chose. Donc accrochez-vous, ça vaut le coup. Je vais repasser la parole à Sophie. Voilà, est-ce que... Oui, je voulais juste... Je voulais juste compléter en fait ce que dit Isabelle, pour dire que aussi en architecture, enfin dans une agence d'architecture, on est une équipe. C'est aussi comme dans un film, c'est un peu la même chose. C'est l'équipe de réalisation, de mise en metteur en scène, directeur artistique. Voilà, chacun apporte sa matière, sa compétence, sa passion.
Et voilà, et donc j'étais aussi heureuse de partager ces moments avec Benjamin et Isabelle, entre autres. Mais voilà, il y a toute une équipe derrière. Et après, il y a aussi l'équipe des entreprises qu'il faut aussi... Enfin, les entreprises, c'est un peu différent. Il faut les aborder, il faut arriver à les convaincre. Et c'est aussi intéressant aussi. Voilà. Donc c'est un travail très collectif où, bon, moi je me vois un peu metteur en scène, mais avec voilà, toute l'équipe derrière sans lesquelles on ne pourrait pas faire le projet et faire la réalisation. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou est-ce que certains d'entre vous ont besoin de... Oui. Bonsoir, merci pour la présentation tout d'abord. Et je voulais savoir, vous avez beaucoup parlé de la matérialité des matériaux dans votre présentation. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous, dans votre projet, vous partez d'une envie matérielle pour aller vers une réalisation d'un projet, ou est-ce que vous partez d'une idée de projet et vous adaptez à un certain matériau? Dans quel ordre est-ce que ça fonctionne chez vous? Donc, en fait, je pars d'une histoire qu'on va raconter ou un parcours qu'on veut créer ou un volume, finalement, ou une matérialité. Et ensuite, c'est la poésie qu'on veut donner au bâtiment que l'on va traduire par cette matérialité dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai surtout voulu accentuer cette conférence sur ce thème-là parce que je sais que c'est assez... c'est pas évident au départ de penser que de multiples matériaux vont pouvoir donner des ambiances différentes. Mais la base même, c'est quand même le parcours et puis la mise en scène entre l'usage, c'est-à-dire le programme, et le contexte même, un site urbain, un site... donc oui, il y a cette partie-là effectivement dont j'ai moins parlé, mais qui est nécessaire bien sûr à l'élaboration d'un projet. J'avais une question là, sur l'innovation technologique, parce qu'il me semble, si on peut te caractériser, bien sûr ton exposé était très riche, hein, mais je sais pour avoir suivi un petit peu ton parcours que moi ce qui m'avait frappé chez vous, à l'époque vous étiez 3, c'est ce que j'appelais moi l'innovation technologique. Vous osiez chercher justement cette matière, des solutions techniques qui n'existaient pas, parce qu'on a plusieurs manières de créer l'innovation, quoi. Soit on prend des matériaux qui sont pas du tout adaptés forcément à l'architecture au premier pas, puis on lui donne ses titres de noblesse, enfin les matériaux qui existent et qu'on dévoie dans le sens initial. Et puis il y a chez vous, je pense, un vrai acte de création, un vrai acte de recherche et d'innovation, mais ça pose toujours la question de l'économique. Alors je pense que c'est aussi un frein, ça peut être un frein pour certains architectes. Et ce que je voulais savoir, est-ce que du coup cette innovation, vous pouviez la développer selon certaines échelles de projets pour après éventuellement la généraliser dans les plus petits projets, ou est-ce que, indépendamment de la taille, si vous sentez que la matière qu'il vous faut pour ce récit dont tu parles n'existe pas, vous allez la créer ou la chercher quand même coûte que coûte, sachant que le modèle économique n'est pas toujours adapté, quoi, à tous les projets, à toutes les échelles de projets. Alors, le rapport à l'innovation et au coût, je pense que c'est important aussi. Est-ce que tu peux le dire, puisque à l'époque déjà on avait un peu abordé ces questions, et ce qui m'avait frappé chez vous, c'est que vous étiez capable justement de à la fois développer le produit, la matière et la technique, et en même temps de vous inscrire dans l'économie budgétaire qui vous était impartie par un maître d'ouvrage ou l'autre, quoi. Oui, donc en fait, il y a trois thèmes là dans ce que tu viens de dire. Simplement, en fonction du projet, je vous ai montré des exemples très différents. On va choisir la matière qui va être le mieux adaptée au coût de l'opération. À Bègles, on vous a montré des logements sociaux, il y a 90 logements. On a travaillé, en fait, on a un mur
complet de copeaux de bronze qui abrite en fait les circulations verticales, escaliers, ascenseurs. Et on a de la tôle imitation Corten à l'extérieur. Et ça, on l'a géré de manière très économique, puisqu'on est je vais parler technique, on est à 1 200 € le mètre carré de surface habitable, ce qui est la base même d'un coût de bâtiment social. C'est vrai qu'on travaille, heureusement on travaille beaucoup, on a cette chance-là, mais aussi c'est parce qu'on sait gérer les budgets. Et ça, ça a toujours été notre axe de travail, c'est d'arriver toujours, enfin sauf quelques exceptions, mais toujours être dans le budget du maître d'ouvrage. Donc l'autre partie, c'est le travail de la matière. Souvent, on la teste sur des petites opérations pour la mettre en œuvre et qu'elle soit efficace et opérationnelle, on va dire, pour des plus gros projets. C'est comme ça, c'est pour ça que je vous disais que c'était intéressant aussi de gérer plusieurs échelles, des petites et des grandes. Et avec la chocolaterie, par exemple, on a testé la tôle froissée à l'intérieur d'une boutique. Et voilà, et on va la mettre en œuvre, j'espère, dans un futur projet. Mais à la base, on teste le Collège du Noix, on l'avait testé sur aussi une boutique. Donc voilà, ça nous sert aussi de référence. Et puis, on travaille beaucoup avec les professionnels, les fabricants. Et on met souvent au point des matériaux avec eux. Parfois, ça demande quand même quelques mois, si ce n'est quelques années de mise au point pour arriver à des performances techniques et économiques. Donc souvent, on travaille avec des petits artisans et ensuite on passe à l'échelle supérieure avec des fabricants de plus grande importance qui permettent aussi de gérer dans les délais des fabrications spécifiques. Mais a priori, la médiathèque de Tours, on avait aussi un autre budget, c'était un budget d'un équipement public qu'on a respecté. Et voilà, mais c'est vrai que cette matérialité de panneaux de façade, on ne peut pas forcément la mettre partout en œuvre, enfin sur la totalité. Donc on privilégie pour le logement social, ça nous tient à cœur aussi de travailler tous les projets de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception dans la façon dont on va travailler un projet. Et là, dans ce bâtiment social de logements sociaux, on a juste fait une bande verticale de matière de copeaux qui protège du soleil, mais qui permet aussi de voir vers l'extérieur. Voilà. Nicolas, quelqu'un qui veut... Juste pour savoir, en quoi ça vous inspire les images que vous avez dans le fond? Enfin, ça vous inspire quoi? Alors, on va peut-être... celle-là? Celle-là? Oui, les couleurs. C'est Berlin la nuit, déjà. Donc, une ville qui bouge pas mal, où il y a pas mal d'architecture intéressante. Et là, c'est l'assemblage, la mise en place des tags sur les murs, de manière un peu aléatoire, mais finalement qui peut recréer comme une sorte de tableau, pris comme ça dans l'instant, dans cette partie-là, avec le mobilier. Ça fait penser aussi à un scénario de film, quelqu'un qui est l'absence ou le fait qu'il n'y ait personne. On se dit c'est peut-être un lieu oublié, qui va peut-être faire rebondir sur une autre matérialité possible. Simplement, il faut s'émouvoir des choses. Là, c'est le musée à Berlin. Musée juif à Berlin. Là, c'est encore une autre émotion qui est très très forte par rapport. Alors là, c'est un lieu tellement singulier qui exprime et qui. Là, c'est pour moi, c'est ce qu'il y a de
plus touchant, enfin le bâtiment le plus touchant que j'ai vu de toute ma vie, c'est ce musée-là, parce que voilà, non seulement il recèle une histoire, mais il y a des artistes qui interviennent et voilà, qui laissent leurs traces, et on ne peut que se souvenir de ce musée juif. Et là, les images, c'est le côté un peu exotique, on va dire, de ce qui peut se faire à Berlin. C'est le rapport entre les boutiques des quartiers périphériques. Je ne peux pas dire comment ça va rejaillir, mais parfois, quand je vous ai montré tout à l'heure le pont en balais de cristaux dorés, je pense que j'ai osé faire des bâtiments dorés à cause de lui. Mais voilà, c'est tout simplement parce que ça m'avait ému de voir cette enveloppe, même si elle était éphémère, parce que lui, c'était un côté éphémère, mais je me suis dit que ça pouvait marcher dans la ville. Voilà. Ouais, je trouve que cette série de photos, elle est justement... elle est intéressante dans la mesure où elle montre un univers, et à la fois directement, puisque tu cites le musée de Libeskind avec une émotion, disons, architecturale, enfin, au-delà, mais aussi architecturale, et puis peut-être des choses qui sont plus du domaine de l'évocation, où c'est l'image en elle-même qui permet éventuellement de renvoyer vers un imaginaire et vers des intentions de projet. Donc je ne sais pas, j'imagine la photo en bas à gauche, c'est une lumière, justement des reflets, et puis d'autres photos qui donnent déjà une espèce de scénario. Et personnellement, je trouve que cette série-là est vraiment intéressante à montrer, parce qu'elle constitue, en disant que ça constitue de la matière de projet, d'architecture. Et je dirais à vous de faire votre matière, après, à vous plonger dans l'univers que vous aimez et à travailler dans ce sens. Peut-être que ça va vous donner des idées sur pas comment concevoir un projet, mais en tout cas donner de la poésie et une ambiance particulière à vos futurs projets. Bonsoir. J'aimerais savoir combien vous êtes dans votre équipe et aussi si les méthodes de travail, c'est plutôt avec la coopération ou avec la compétition. Dans l'agence, on est une agence de taille moyenne, enfin petite pour certains, mais moi je trouve que c'est une taille moyenne. On est entre 10 et 15 et on est bien sûr en coopération. En fait, j'ai une équipe soudée d'architectes, de bons architectes, Isabelle et Benjamin, mais il y en a d'autres, et qui cooptent en fait les gens qui rentrent, c'est-à-dire que les gens qui rentrent à l'agence sont pris en charge par les architectes et on est tous ouverts les uns aux autres, on travaille dans le même espace et tout au long de la journée, chacun s'aide mutuellement et on pose toutes les questions qu'on a envie de poser à chaque instant, on va dire. Donc ce qui est bien aussi, c'est que toute l'agence, comme c'est une taille moyenne, est au courant de tous les projets. Et donc, il y a aussi un rebond qui se fait d'un projet à l'autre. Et les angoisses des uns sont traitées par les autres et vice-versa. Et je pense que c'est la grande chance qu'on a dans notre équipe. Donc Benoît, lui, il est plus loin parce qu'il est dans notre agence à Chartres, mais on le voit souvent et les projets sont souvent communs, sont toujours communs. Et avec Benoît, c'est une histoire d'amitié aussi. Et donc il n'y a aucun problème. On ne pourrait jamais travailler,
je crois qu'on ne peut pas travailler correctement dans la compétition. Je sais que dans certaines agences, on m'a dit que ça existait, mais je ne pense pas que ça soit synonyme de réussite. Donc, heureusement, on est dans l'écoute. Et éventuellement, avec d'autres agences, vous avez des proximités ou une sorte de connivence avec certaines je sais pas. Ah oui, bien sûr, on se connaît tous. Enfin, disons que oui, on a de grandes connivences avec beaucoup d'autres agences. Parfois, la compétition des concours fait que on est tous en compétition aussi, mais chacun se respecte. Je crois que c'est principal dans notre métier, c'est de conserver cette éthique. Voilà. Dans votre production, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'espèce de continuité dans tout le travail de recherche et de réflexion que tu as montré dans les. Mais je voulais quand même poser la question, parce que c'est assez dans la dernière décennie, avec le développement durable et surtout les réglementations thermiques, il y a beaucoup de productions d'agences qui ont connu un gap, pour pas dire autre chose, c'est-à-dire il y a avant et après. Chez vous, à la limite, on ne le perçoit pas. Donc la question, c'était comment vous avez intégré toutes ces nouvelles réflexions, si tant est qu'elles étaient nécessaires d'être intégrées chez vous, puisque je pense savoir que c'était une préoccupation qui était déjà existante depuis longtemps, mais je voudrais bien que tu précises quelle importance tu lui accordes ou toute la place que tu lui donnes dans le travail de conception. Oui, c'est vrai que depuis toujours, nos projets, on travaille la lumière naturelle. On a toujours fait en sorte de faire entrer au maximum la lumière naturelle dans tous les locaux qu'on a créés. Donc ça, c'était une des premières démarches qu'on appelle HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale, avec des cibles différentes. Ensuite, le travail de réflexion sur l'énergie, sur la thermique. On a toujours travaillé aussi, comme on travaille la matière, le métal, beaucoup, l'aluminium, l'acier. L'isolation par l'extérieur, pour nous, ça a été une continuité du travail que l'on avait commencé à faire. Et c'est certainement pour ça qu'en fait, on est arrivé quand même à conserver cette unité. Et pour finir, je ne suis pas tout à fait pour les normes telles qu'on les vit aujourd'hui, parce que les normes BBC sont extrêmement contraignantes. Elles sont quand même créées par des bureaux d'études. Donc il faut les architectes, on arrive à, non pas contourner, au contraire, mais les utiliser et convaincre nos bureaux d'études qu'il faut qu'ils refassent souvent leurs calculs pour être dans la norme. Voilà, donc mais le travail de la lumière naturelle, c'est extrêmement important, puisque on utilise maintenant l'énergie passive, solaire, l'hiver, en faisant rentrer le soleil à l'intérieur des maisons, des appartements. Et c'était donc nécessaire. Et ça fait partie de notre travail depuis toujours, en fait. Donc on ne l'a pas vu passer, enfin presque pas vu passer. Je pense que le fait d'avoir un propos assez compact a permis d'avoir pas mal de questions et donc de faire quelque chose d'assez complet. Je pense qu'on peut clôturer là, remercier Sophie Berthelier de son intervention et de son témoignage. Je voudrais juste dire un mot aux stagiaires, à nos stagiaires lycéens, donc pour leur dire que la soirée va bientôt se terminer, en tout cas en ce qui concerne l'école. Demain matin, donc demain, la journée est placée sous le signe de l'ouverture d'esprit, avec visite d'ateliers d'artistes, visite de musées, et puis l'après-midi on se retrouvera en atelier. Voilà, en tout cas merci pour ce soir, merci Sophie et bravo.